nombre de jeunes Marocains de l'époque étaient presque dans l'obligation, il n'y avait pas le choix, étant donné que les politiques éducatives étaient dirigées par des Français, que le but de la colonisation était d'imposer la langue française et la diffuser à travers le Maroc, comme elle l'a fait avec l'Algérie. Et bien évidemment, ces structures-là devaient entraîner l'émergence d'une élite francophone. Disons-le, lâchons le terme, une élite francophone qui allait être utilisée comme cadre subalterne dans un certain nombre d'entre elles. Cette élite a été utilisée comme cadre subalterne pour gérer l'administration française, franco-marocaine, et une partie de cette élite-là, évidemment, s'est orientée vers la culture, vers l'expression, que ce soit dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture de façon générale, et également dans la littérature, dans la presse. Et les premiers textes qui ont vu le jour suite à cette mise en place du français dans nos structures d'enseignement, les premiers textes ont vu le jour dans les années 30. Mais c'était des textes qu'on appelle aujourd'hui des textes mineurs, notamment des pièces de théâtre de Second degré, et d'autres qui ont été mises en scène, qui ont été joués, mais qui n'avaient pas connu une grande audience. Ils n'avaient pas connu une grande audience. Il fallait attendre le début des années 60, 50 pour voir émerger un écrivain qui allait donner un visage, donner une empreinte à la littérature dite d'expression française ou à la littérature dite francophone au Maroc, c'est Ahmed Sfrewi, avec son texte La boîte à merveilles. Et par la suite, juste quelques années après, Ahmed Sfrewi, avec son texte phare, son texte fait pas mal de polémiques, et toute une diatribe motivé par la position de Belishradi à l'égard de la culture arabe, à l'égard de la langue arabe, etc. Donc, être écrivain francophone, c'est s'inscrire dans le territoire de la langue française et y occuper une place et donner à la langue française un autre emploi, en faire un autre usage. Et ce que je dis là va effectivement s'affirmer avec l'apparition sur la scène littéraire de Sfrewi et de Belishradi. Parce que quand on lit les textes de Sfrewi et de Belishradi, on constate effectivement que l'usage qui est du français est un usage particulier, tant sur le plan de la syntaxe que sur le plan du lexique. Nous constatons sur le plan du lexique notamment l'emploi d'un certain nombre de néologismes, l'emploi d'un certain nombre de termes arabes, parfois expliqués à la fin du texte ou en bas de page selon une édition, et également l'emploi d'un certain nombre de tournures et d'un certain nombre d'expressions qu'on ne trouve pas en français, qui sont littéralement traduites du français, de l'arabe vers le français, et qui étaient utilisées à dessein pour donner justement une connotation à l'usage qui était du français par les Marocains, par l'écrivain francophone. Et si l'on peut dépasser le cadre de cette littérature, le cadre de l'écrivain marocain francophone, pour prendre d'autres exemples dans d'autres aires culturelles francophones, notamment à Bruxelles ou dans d'autres pays, l'on constate la même tendance, c'est-à-dire l'emploi d'un certain nombre de termes empruntés au terroir autochtone et introduits dans l'usage qui est existant. Et également l'emploi d'un certain nombre d'expressions et de tournures qui ne sont pas couramment utilisées dans la française, voire qui ne sont pas autorisées, entre guillemets, qui ne sont pas utilisées par l'usage qui est fait habituellement dans le français. Donc, être écrivain francophone, l'écrivain francophone, si on a à le définir, c'est un écrivain qui occupe une place particulière dans la langue française,
et qui essaie d'en faire un usage particulier. Et ceci est une caractéristique partagée pratiquement par l'ensemble des littératures francophones. Quand vous prenez la littérature belge, ou la littérature québécoise, ou la littérature suisse, l'expression française, vous allez remarquer que ces tendances-là existent aussi. Hein? Peut-être pas avec une même nuance, pas avec la même accentuation, mais ces tendances-là qui montrent qu'il y a un désir d'être dans la langue de l'autre d'une façon particulière. Être écrivain francophone, c'est non pas seulement utiliser la langue de l'autre, le français en l'occurrence, mais y occuper une place particulière, en faisant entendre les résonances et les assonances de la culture spécifique d'appartenance. C'est cela qui fait, disons, l'identité de l'écrivain francophone. C'est une autre. Bien évidemment, ce phénomène qu'on peut appeler phénomène du bilinguisme, de la légitimisation de la langue, etc., ou de l'hybridité, ce phénomène existe même dans la littérature française, mais à travers d'autres modes, à travers d'autres dispositifs. Le langage familier, l'argot, le langage du terroir, chez beaucoup d'écrivains français du XIXe, du XXe siècle, il y a également ces usages-là. Il y a ce type d'idiosyncrasie. Mais chez l'écrivain francophone, du moment que cet emprunt est fait à une autre culture, donc ce n'est pas la culture française, qu'elle soit régionale ou nationale, mais c'est une autre culture qui est véhiculée, qui est mise pratiquement en texte, donc qui donne la particularité à cette littérature et qui signale la position de l'écrivain francophone qu'il veut occuper, qu'il veut prendre dans la langue française, dans le territoire de la langue française, dans l'ère de la littérature francophone, l'ère culturelle et géographique de la littérature francophone. Donc voilà, à travers ce petit rappel, c'est vrai, montrer et répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, à la problématique, que signifie être écrivain francophone? C'est quoi être écrivain francophone? En quoi est original? Je viens de vous dire à l'instant que le phénomène d'emprunt, les phénomènes d'hybridité, etc., existent dans la littérature française. Mais en quoi c'est original? C'est original parce que, comme je viens de le dire, à travers, il ne s'agit pas uniquement d'un emprunt, il ne s'agit pas uniquement d'une mise en discours et de la mise en place d'un dispositif qui se joue de langue française à l'église, en faisant usage d'un certain nombre de termes qu'on prête à la question du terroir, mais l'originalité, c'est qu'à travers tout ce dispositif-là, c'est la mise en place, ou plutôt c'est la mise en fonctionnement d'un imaginaire. C'est un imaginaire qui est à l'œuvre dans le texte. C'est un imaginaire autre. C'est un imaginaire autre. Donc il y a un déplacement de langue française vers un territoire qui est celui de l'extraïmité, celui du dehors. Déplacement de langue française dans un territoire qui est celui de l'extraïmité, celui du dehors. Il y a deux termes à utiliser, celui de dehors et celui de l'extraïmité. Donc, faire sortir la langue française pratiquement de ses structures intrinsèques, de son imaginaire propre, et la mettre en contact avec un autre imaginaire. C'est cela qui fait l'originalité de l'écrivain francophone. Donc je disais, du moment que le phénomène linguistique existe, mais ce qui est différent, ce qui donne de l'originalité à l'écrivain francophone, c'est qu'il y a donc une manière de déplacer et de s'initier à d'initier un dehors à une extrémité. Donc, et ceci est très important. Et cela a été parfaitement saisi par la génération, pour revenir à l'exemple du Maroc, par la génération qui est venue après celle du Pays et du Israéli, qu'on appelle généralement la génération Souf. La revue qui a été fondée par Abdel Tahdi dans les années 60, et autour de laquelle se sont regroupés un certain nombre d'intellectuels, notamment des plasticiens, des cinéastes, des écrivains, et ces écrivains-là
ont posé, dès le premier numéro, la question de la francophonie et de l'usage qu'il faut en faire dans un contexte maghrébin. Que doit-on faire du français dans un contexte maghrébin postcolonial? Postcolonial parce que nous sommes à l'indépendance et la logique voudrait que l'usage linguistique qui doit être à l'œuvre de façon dominante dans le paysage littéraire et culturel est celui de la langue arabe. Donc, évidemment, la question est inévitable. Que faire là? Et justement, l'Adir, Khairuddin, et nous allons bientôt recevoir ici parmi nous un spécialiste de Khairuddin, Jean-Paul Michel, qui va certainement vous en parler, l'équipe du souffle avait senti que s'il y a une originalité à creuser, à donner à cette littérature et à l'écrivain francophone, c'est justement d'aller vers la langue française avec d'autres outils, empruntés à notre imaginaire, à notre culture. C'est-à-dire apporter une plus-value à la littérature française, apporter une valeur ajoutée, apporter une valeur esthétique, pas uniquement au niveau du contenu, mais une plus-value, une valeur ajoutée au niveau esthétique. Et c'est pour cela que l'Adir, par exemple, Khairuddin, Sapouri, vont pousser cette expérience, disons, qui voudrait rendre étrangère la langue française à elle-même, rendre le lecteur français étranger par rapport à cette autre langue, en cassant la langue française, en la rendant pratiquement indéchiffrable, même pour le lecteur français. Sur le plan de la syntaxe, notamment, quand vous lisez la vie, c'est un texte à une distance, c'est un texte absolument étrange. Et cette étrangeté, il est recherché, cette étrangeté est recherchée pour provoquer ces effets, justement, ces effets d'extranéité, ces effets qui montrent que la posture de l'écrivain francophone est différente. Il veut s'inscrire dans la langue française de façon autre. Il cherche à inventer dans la langue française une autre langue. Inventer dans la langue française une autre langue. Mais n'est-ce pas là justement le propre de tout écrivain véritable? N'est-ce pas là le propre, la vocation principale de tout écrivain véritable? C'est-à-dire inventer une langue dans une langue. Rendre la langue étrangère à elle. L'initier à un dehors qui n'est pas celui qu'on peut le reconnaître par rapport à son identité et par rapport à son appartenance culturelle et géographique. N'est-ce pas cela le rêve d'un Mallarmé, par exemple? N'était-ce pas cela le rêve fou d'un Autremont, par exemple? N'était-ce pas cela le rêve fou de Rimbaud, par exemple? C'est faire toucher la langue à la langue ses propres limites, faire reculer les limites de la langue.